Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Ndobo, directeur technique de Sto France, entreprise spécialiste de l'isolation thermique des façades qui propose désormais des nichoirs pour concilier économie d'énergie et défense de la biodiversité. Pour notre débat, on parlera du déploiement de la mobilité électrique en France et notamment des enjeux de recharge rapide et de maillage territorial. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez l'offre de viande végétale de la start-up barcelonaise Eura. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Philippe Ndobo, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur technique de Sto France, entreprise allemande qui existe depuis 1835, je crois. C'est toujours une entreprise familiale aujourd'hui ? Tout à fait, c'est toujours une entreprise familiale. On est présent dans 65 pays, donc un groupe qui fait à peu près 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et en France, on emploie 330 personnes. 330 personnes en France. Votre cœur de métier, c'est quoi ? L'isolation thermique ? Oui, l'isolation thermique par l'extérieur. C'est tous les travaux de façade, ravalement de façade, isolation. Et avec les enjeux actuels, évidemment, de rénovation énergétique des bâtiments. Donc on est les leaders aujourd'hui au niveau de la façade. Ça veut dire, on est en plein débat autour de la lutte contre les passoires thermiques. Ça, vous sentez, vous, que dans votre activité en France, il y a un avant et un après les réglementations qui sont passées ? Oui, très clairement. C'est aidé à la fois par la réglementation environnementale RE 2020 dans le neuf, mais également dans la rénovation. On a de plus en plus de besoins justement de rénovation de ces passoires énergétiques. Et donc on estime à peu près 700 000 logements par an à rénover. Donc clairement, il y a un marché qui est en pleine expansion et dont nous apportons nos solutions pour ce marché. Alors, il y a votre solution, mais si on jette un regard peut-être un peu plus général sur le secteur, est-ce qu'on va y arriver ? C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de rénovation des passoires thermiques qui sont très ambitieux, qui sont évidemment dictés par aussi l'urgence environnementale, on l'a bien compris, mais est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce que le secteur est capable d'assurer ? Alors, nous, évidemment, on a cette conviction qu'on peut y arriver. Alors, clairement, il va falloir augmenter la fréquence des rénovations. Il faut au moins multiplier par 3 ou par 4, je dirais, la vitesse à laquelle on va devoir rénover tous ces bâtiments. Et aujourd'hui, on peut y arriver s'il y a un engagement politique, s'il y a évidemment des soutiens de l'État à ce niveau pour avancer sur ce sujet. Oui, avec un risque d'effet pervers, c'est au contraire des propriétaires qui disent oh, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, j'y vais pas, quoi. Alors, il y a toujours ce risque, mais aujourd'hui, on est dans une logique où on essaye justement de convaincre d'aller vers plus de rénovation énergétique aussi pour le confort d'été. Là, on va arriver en période, je dirais, d'été avec tout ce qui est canicule, qui vont se répéter de plus en plus, tout ce qui est augmentation des coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Et petit à petit, les gens prennent conscience que rénover, isoler les bâtiments, il y a un retour sur investissement. Et aider en plus par justement les nouvelles réglementations sur l'éradication des passoires thermiques, on pense qu'on peut y arriver. Mais il faut clairement accélérer ce mouvement. C'est un secteur qui innove, et une entreprise, Sto France, qui innove. Et je le disais en titre, dernière innovation, c'est nichoirs responsables. De quoi on parle ? Alors, en fait, on avait un besoin de nos clients concernant tout ce qui est, je dirais, les oiseaux qui font des nids au niveau des façades. Donc, quand on fait de la rénovation énergétique par l'extérieur, donc on isole la façade. Et parfois, on peut avoir des nids d'oiseaux, donc des martinets, des hirondelles, etc., qui ont déjà niché. Et le code de l'environnement oblige à conserver justement ces nids. C'est-à-dire que vous avez le code, c'est un article, c'est le L411-2, très d'accord, qui dit en gros que si vous détruisez tout ce qui est habitat des espèces protégées, en fait, vous pouvez aller avoir jusqu'à 150 000 € d'amende, donc ça peut aller très loin à ce niveau-là. Et donc, il y a une obligation légale de conserver ces nids. Donc, vos clients vous ont dit, trouvez-nous une solution, c'est ça ? Exactement. Donc, la Ligue de protection des oiseaux, justement, a proposé des boîtes qui peuvent se fabriquer, donc avec du bois, des éléments, de façon à pouvoir sauvegarder justement ces nids. Et comme on peut imaginer, c'est très difficile à faire sur site, il faut avoir du matériel, il faut avoir le temps, c'est pas évident. Et comme chez Sto, on a cette approche justement de l'approche client, on s'est dit il faut qu'on développe quelque chose de simple, facile à utiliser pour nos clients. Quand ils font l'isolation par l'extérieur, ils peuvent mettre ces nichoirs directement dans l'isolation, les encastrer. Et après, donc, on vient enduire la façade directement. Donc, on conjugue les économies d'énergie et la défense de la biodiversité. Les deux enjeux vont de pair, quoi. Absolument. Et en plus, là, on vient juste de passer le week-end de Pentecôte où la Ligue de protection des oiseaux a amené les Français à essayer de recenser les espèces qu'il y a dans leur jardin. On a malheureusement cette baisse de 30% des espèces sur les 30 dernières années à cause justement du développement urbain. Et sur le fait que sur les façades, les travaux de façade, malheureusement, parfois peuvent
amené à détruire l'habitat des oiseaux. Et donc là, on a réussi à conjuguer les deux avec ces nichoirs qu'on peut implanter directement. Vous en avez déjà installé ou et ça marche? Alors ça marche. Que les oiseaux se réhabituent, retrouvent leur marque en quelque sorte? On a des projets dans le Grand Est, parce que c'est aussi bien pour les oiseaux, également pour les chauves-souris, donc toutes les espèces protégées. Donc quelques projets dans le Grand Est qui ont vu le jour, parce qu'on a lancé ce produit l'année dernière. Donc ce sont des nichoirs qui peuvent aussi bien s'encastrer dans l'isolation ou être ramenés par-dessus l'isolation. Donc vous faites votre isolation extérieure et vous venez fixer le nichoir directement sur l'isolation extérieure. Autre innovation, une ligne de produits à base d'huile de pin. Alors déjà, c'est une alternative à quoi? Quel produit, j'imagine, hydrocarboné à base de pétrole, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est peinture, enduit de façade, on utilise beaucoup de dérivés de pétrole pour faire des liants qui tiennent en façade. Et on a cherché à remplacer une partie de ce pétrole par des liants biosourcés. Et on a trouvé une alternative avec des déchets de scierie de pin, justement. Et quand on les transforme, on arrive à faire un liant qui est biosourcé, qui permet de limiter fortement la quantité d'éléments à base de pétrole dans les liants qu'on utilise pour les façades. C'est-à-dire que vous l'intégrez au liant, il y a un peu d'hydrocarbures et de l'huile de pin. Votre objectif, c'était quoi? C'était de ne pas venir en concurrence avec l'agroalimentaire? Parce que c'est vrai que parfois, on peut arriver à une absurdité qui consiste à utiliser les terres agricoles pour faire du biogaz. Si c'est à petite échelle, ça va, mais si ça devient à grande échelle, on pourrait en discuter. Ça faisait partie du cahier des charges au départ, en quelque sorte. Tout à fait. Il ne faut absolument pas toucher à l'agroalimentaire. C'est vraiment, là, on est sur des déchets de scierie, des déchets ultimes, je dirais, au niveau de la scierie. Et c'est ça qu'on a utilisé pour faire ce lien. La filière existait ou il a fallu tâtonner? Il y a eu pas mal d'allers-retours, d'itérations pour trouver la solution. Alors, les déchets de scierie existaient, donc étaient disponibles. Mais après, donc, on a travaillé avec des partenaires qui ont travaillé justement sur l'utilisation de ces déchets de façon à créer ce liant. Et tout le challenge était de faire des liants qui tiennent sur les façades extérieures. Parce qu'utilisé en intérieur, on arrive assez facilement à faire des peintures intérieures à base d'éléments biosourcés. Mais il faut avoir une bonne durabilité avec les UV, les intempéries, etc. en extérieur. Et là, ça a été tout le challenge de l'aspect R&D. Et ça veut dire que vous pouvez incorporer jusqu'à quel pourcentage d'huile de pin dans ces liants? Aujourd'hui, 30%, donc à peu près un tiers. Et l'objectif à terme, évidemment, c'est de monter petit à petit, d'y aller de manière progressive, à 50, 60%, voire demain 100% biosourcé. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être à 100%, par exemple? Alors, aujourd'hui, ça va être déjà... il y a un problème de coût, évidemment, parce qu'il y a tout un procédé industriel qui est pas encore... ça coûte plus cher de produire ces liants en huile de pin que les liants existants. Tout à fait. Après, il y aura un problème également de volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à trouver localement donc, des déchets de scierie. Demain, l'objectif, évidemment, c'est d'harmoniser, d'optimiser, je dirais, la collecte de ces déchets, de façon à avoir des volumes plus importants et de faciliter le process industriel. Je voudrais qu'on parle de l'utilisation du bois dans le bâtiment. Aujourd'hui, ça fait partie des métiers de STO, de construire des façades en bois? Alors, on ne construit pas les façades, par contre, on agit activement sur l'isolation des façades en bois. Et là, il y a un développement très fort qui a commencé avec les Jeux Olympiques, sur le développement de la construction bois de façon à stocker plus de carbone. Et on a une vraie demande d'isolation thermique par l'extérieur des constructions bois. Et aujourd'hui, il y a tout un challenge au niveau de la durabilité, des tests, de la sécurité incendie, de tout ce qui concerne l'isolation des structures bois. Et on a développé des systèmes, aussi bien en façade ventilée qu'en enduit mince sur isolant, pour les systèmes bois. Ça veut dire que c'est une nouvelle, ou un retour d'ailleurs, une nouvelle demande du secteur du bâtiment, de plus en plus de façades en bois, ça vous le ressentez? Oui, tout à fait. C'est vraiment en croissance et justement dans le neuf, ou alors des très grosses rénovations, on va garder que les planchers béton. On va remettre devant les planchers béton des façades bois, des façades non porteuses, et il y a un besoin justement d'avoir une finition enduite avec isolation devant ces façades bois. Alors dans votre première réponse sur le bois, vous avez dit deux choses, vous avez dit Jeux Olympiques et stockage carbone. Je voudrais qu'on y revienne. D'abord Jeux Olympiques, c'est quoi? Vous êtes partie prenante de certaines des constructions liées aux Jeux de Paris? Alors effectivement, on a certaines des façades où on a notre système de façade ventilée, qu'on appelle le STO Ventec, où on a des parements collés sur les façades. Donc vous imaginez une structure en bois,
une ventilation, et après, de façon à avoir une finition avec des parements collés type terre cuite par exemple ou équivalent, on a un support d'enduit, support d'éléments parements collés qu'on appelle le Solvantec, qui a été utilisé dans certains des bâtiments des Jeux Olympiques. Et dans le village olympique, oui, c'est ça, tout à fait. D'accord, bon, on suivra ça, hein, le compte à rebours est lancé. Et donc sur le stockage du CO2, c'est naturel, à partir du moment où on fait une façade en bois, on va participer au stockage du CO2, effectivement, c'est du moment qu'on utilise du bois, on va stocker une partie de CO2. Alors ce CO2, justement... Là, même du bois traité, même du bois que vous isolez, il continue de stocker du CO2? Alors, en fait, le stockage CO2 est calculé au moment où on va couper le bois, évidemment. D'accord, c'était ça que je voulais vérifier. Donc, c'est au moment de la découpe du bois qu'on a ce crédit carbone. D'accord. C'est ce crédit carbone qu'on va pouvoir utiliser à la construction, de façon à compenser les émissions de certains isolants, des plaques de plâtre, etc., et pour arriver à la neutralité carbone. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Ndobo, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On va détailler les leviers de croissance de la mobilité électrique. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. La mobilité électrique au menu de ce débat. Je vous présente mes invités. Julie Steph, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable du département locataire-gérant du réseau de distribution français de Total Energy. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Abel Santirso, qui est responsable commercial et formation de CETEC, entreprise suédoise de production de bornes de recharge. Julie Steph, la voiture électrique, je commence par une question très générale. La voiture électrique, elle bat année après année ses records de l'année précédente. C'est une sorte de défi collectif à relever pour vous et pour tout le secteur? C'est clairement un défi, et nous, notre objectif ou notre engagement, c'est de venir proposer et offrir l'infrastructure de recharge pour les clients qui s'équipent de voitures électriques. Alors ça peut être des stations-service, on va en parler, mais pas seulement. Il y a toutes sortes d'équipements de recharge. Ça peut être dans des collectivités, dans des immeubles d'habitation, par exemple. Effectivement, on intervient soit pour mettre à disposition de particuliers à travers des institutionnels, donc pour des bornes en ville, mises à disposition des particuliers, ou ça peut être des bornes qu'on vient mettre chez des entreprises pour que les employés puissent se recharger pendant qu'ils sont garés la journée. Et puis aussi, on propose ce service de recharge aux particuliers. Et ce maillage que propose Total Energy en France aujourd'hui, ça représente combien de stations de recharge ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 15 000 points de recharge opérés en France. Et pour ce qui concerne les stations-service, on va avoir à la fin de l'année 250 sites sur lesquels on proposera de la recharge rapide haute puissance. C'est encore petit par rapport... Je ne sais pas, c'est combien de stations-service classiques, on va dire, Total en France? Alors nous, on a 2500 stations-service à la marque Total Energy ou Total Energy Access. Alors je me tourne maintenant vers Abel Santirso, qu'on va finalement joindre au téléphone, parce qu'on a des petits soucis de liaison. Est-ce que vous pouvez nous présenter CETEC? C'est quoi votre cœur de métier et votre place sur le marché? Alors, la société CETEC est une société suédoise. Nous sommes considérés aujourd'hui comme le leader mondial de la charge. Nous ne nous occupons pas que de charge véhicule électrique, mais également de charge véhicule 12 volts, 24 volts, donc camions et voitures. Et nous sommes existants depuis 26 ans, avec énormément de brevets basés uniquement sur le monde de la charge batterie. Ça représente quoi le marché français aujourd'hui pour CETEC? C'est un petit marché. On n'est pas sur un gros marché aujourd'hui parce que nous sommes essentiellement dédiés à des solutions, on va dire, infrastructurelles. Sur ces solutions-là, au niveau charge véhicule électrique, par exemple, nous sommes plus actifs pour l'instant en Scandinavie, qui a pris énormément, évidemment, d'avance sur nos marchés européens typiques. Julie Steph, vous venez d'inaugurer à Metz votre deuxième station-service 100% électrique. Qu'est-ce qu'on y trouve de différent? J'imagine bien à quoi ça ressemble, mais quel service, comment vous les avez conçus, ces stations? Alors déjà, on ne retrouve plus de carburant.
Oui. on les supprime et puis on vend de la recharge rapide, donc haute puissance, qui permet de recharger rapidement en 20-30 minutes votre véhicule. Et puis on propose en parallèle des endroits où on peut faire des pauses, où on peut se restaurer, où on peut prendre un café, on peut s'arrêter de travailler, avoir du Wi-Fi, recharger son ordinateur portable. Donc voilà, un lieu de pause et de recharge aussi en énergie pour nos clients. Oui, je crois que vous avez une station de ce type-là à La Défense, à Paris. Ça vous a servi de modèle en quelque sorte, ou de labo ? Exactement. Donc ça a été la première. Elle est aujourd'hui très fréquentée par les clients. Voilà. Donc c'est la première sur laquelle on teste. On a une offre qui s'appelle Café Bonjour, avec de la croissanterie, des cafés où nos clients peuvent faire une pause. Ça on le retrouve dans les stations classiques. L'idée c'est quoi ? C'est de s'habituer à passer un tout petit peu plus de temps, pas beaucoup plus finalement, mais un tout petit peu plus de temps dans la station-service ? Oui, aujourd'hui, le passage est très bref, finalement. On ne reste pas plus de 5-6 minutes pour faire son plein de carburant. Demain, on pourra se poser, faire ses mails, travailler, avoir un... Donc, c'est le penser comme ça. Avec ce concept de recharge haute puissance, ça veut dire quoi ? C'est par rapport aux recharges classiques, quelle rapidité enfin, voilà, détaillez-nous un petit peu les usages avec ces recharges haute puissance. Alors, quand les usagers se rechargent à la maison ou bien au travail, c'est plusieurs heures de charge, 6-7 heures de charge. Donc de la charge lente, plus économique. En station, là, ce qu'on vient proposer, c'est de la charge rapide afin d'optimiser la recharge en termes de temps. Donc c'est 10 minutes pour 10 km ou 20-30 minutes pour recharger complètement son véhicule et finir son trajet. Si on fait un Paris-Lyon, par exemple, voilà, on s'arrête au milieu, on fait une pause de 20-30 minutes et ça nous permet de finir notre trajet pour aller à Lyon. C'est un enjeu majeur parce que je parlais du défi collectif. L'un des freins à l'électrification de la mobilité, c'est ça. C'est la crainte de ne pas pouvoir faire des longs trajets, très clairement, quoi. Clairement, de se retrouver en panne, de ne pas pouvoir trouver de point de recharge fonctionnel. Donc nous, c'est notre engagement de pouvoir fournir aux usagers un point de recharge tous les 100 km. Abel Santirso, c'est pour recharger une batterie de plus en plus vite. À quel point on a progressé ? Quels sont les défis à relever ? On a progressé d'une façon extrêmement rapide et on n'est pas au bout. De ce que nous on remarque, c'est que les fabricants de batteries sont en train de faire un maximum pour accélérer ce temps de recharge, mais aussi pour supprimer certains composants dans les batteries, des terres rares, des choses qui sont vraiment difficiles à exprimer au niveau environnemental. Donc on évolue sans arrêt. On va avoir des nouvelles matières au niveau batterie qui vont petit à petit remplacer sans doute le lithium. On a l'hydrogène aussi qui pointe le bout du nez aujourd'hui, même si sa production n'est pas verte. Mais on arrive à développer des choses. Et je suis sûr et certain qu'à l'avenir, il y aura encore d'autres choses. En tout cas, l'accélérateur est à fond pour tout ce qui est aujourd'hui recherche et développement dans ce domaine-là. Justement, vous parliez des brevets que vous pouvez déposer chez CETEX. Je ne sais pas, dans quel domaine l'innovation est la plus frappante pour vous ? Les brevets aujourd'hui sur l'électrique sont vraiment des brevets qui sont déposés sur, je pense, la vitesse de charge. Ça, c'est un fait évident. Nous ne travaillons pas tant sur la vitesse parce que nous avons une autre philosophie. Comme on pense que 80% de la charge se fera soit à domicile, soit au bureau. Vous n'avez pas besoin d'une charge rapide. Vous avez besoin d'une charge qui soit assurée pendant la nuit, pendant les heures creuses par exemple. Et vous aurez besoin de cette charge rapide lors de longs déplacements. Ce qu'a très bien expliqué madame qui travaille chez Total, où on a vraiment ce besoin à ce moment-là de couper en 2 fois ou en 3 fois son trajet pour pouvoir assurer ce temps de charge. Et je reste avec vous, Abel Santirso, je parlais de ce défi collectif. L'idée, c'est quoi ? C'est que nos voitures puissent participer à l'effort global, par exemple en redistribuant l'énergie qui est dans les batteries à des moments où c'est utile. Si moi, je ne me sers pas de ma voiture, ma question est un peu mal posée, mais je suis sûr que vous l'avez comprise.
Non, je l'ai parfaitement compris et c'est une technologie dont CETEC est en train de travailler dessus avec un constructeur automobile suédois, sur le fait simplement que l'énergie qui n'est pas utilisée quand vous rentrez du travail, vous garez votre voiture dans votre garage, soit redistribuée dans la maison et réexpédiée dans le véhicule une fois, par exemple, l'heure creuse arrivée pour pouvoir recharger le véhicule à moindre coût. Donc on ne va pas simplement stocker cette énergie dans la voiture, mais on va la réutiliser pour d'autres applications dans la maison. On parlait, Julie Stephe, du maillage territorial. La France a passé le cap des 100 000 bornes de recharge publiques. Il y en a beaucoup plus si évidemment on rajoute les recharges privées. On se situe où par rapport à d'autres pays européens? On a souvent dit que la France est en retard. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, on accélère. On a aujourd'hui 42 000 points de recharge pour Total Energy en Europe. On en avait 25 000 il y a un an. Donc, il y a clairement une accélération qui se fait dans tous les pays d'Europe. Et vos objectifs en matière de recharge, vous avez parlé du nombre de stations, ou de points d'ailleurs de recharge, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en termes global, c'est-à-dire si on parle des recharges privées, des recharges dans les immeubles d'habitation, etc., quels sont vos objectifs ? Alors ça, au niveau mondial, on a pour objectif d'avoir 150 000 points de recharge dans le monde en 2025. Avec quelle ambition? Ça placerait Total Energy à quel niveau par rapport à des concurrents? On espère être très bien placé. Après, l'accélération des autres acteurs est difficile à mesurer. Mais en tout cas, aujourd'hui, en France, sur autoroute, on est le premier acteur en termes de sites équipés de recharge haute puissance. Ce qui est frappant, Abel Santirso, c'est la rapidité des changements. C'est-à-dire que cette bascule vers la mobilité électrique, elle se fait notamment au détriment du diesel. Est-ce que c'était imaginable, je ne sais pas, il y a seulement 10 ans, ce qu'on est en train de vivre? Non. Je pense que c'était pas imaginable. On n'avait peut-être pas compris l'urgence aussi du changement à effectuer. Aujourd'hui, on y va à marche forcée. Il y a évidemment des directives européennes qui nous forcent à le faire. Mais c'est clair que cette urgence dans le développement fait qu'aujourd'hui, oui, on est au pied du mur et on n'a pas le choix. Maintenant, on aura le choix d'autres technologies. Il n'y aura pas que l'électrique, même si l'électrique aujourd'hui est la forme la plus prépondérante dans l'alternative au tout thermique. Pensez à quoi? L'hydrogène, les biocarburants, par exemple? L'hydrogène, le biocarburant. Mais vous savez, je suis quelqu'un qui a un certain âge et qui a vu pas mal de choses. Et aujourd'hui, je dois vous avouer que je m'attends à tout. Et pourquoi pas un jour parler aussi d'un combustible qui soit basé sur le nucléaire. Il y a des bateaux, il y a des sous-marins, il y a des choses qui fonctionnent là-dessus. Il y a beaucoup de possibilités et on n'en est qu'au début. Et je pense que l'être humain a ce don de pouvoir créer, quand il est dans cette urgence et dans ce besoin, de créer quelque chose assez rapidement. Maintenant, il faudra mesurer les conséquences de tout ça, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Abel Santirso. Merci, Julie Stephe, d'être venue de partager avec nous ces enjeux, les leviers de la mobilité électrique. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler de viande végétale. Smart Ideas avec Laurent Gubels. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur de la communication France de Eura, start-up née à Barcelone en 2017. Qu'est-ce que vous proposez? Alternative à la viande, c'est ça? C'est exact. Nous, on appelle ça viande végétale. Oui. Parce que c'est notre pari de se dire que dans le passé, même actuellement, la viande provient des animaux. Mais dans le futur, elle proviendra des végétaux, que ce soit le soja ou le pois. Enfin, il y a plein d'alternatives possibles. Et du coup, vraiment, dans le futur, ça répond à un besoin environnemental, mais aussi un besoin sanitaire et aussi de bien-être animal. Et du coup, on pense vraiment que dans le futur, quand on arrivera à retrouver le goût, on arrive déjà à retrouver la texture et puis bientôt le prix, les gens passeront tout simplement à la viande végétale. Oui, goût, texture, prix, vous avez pointé pas mal des défis de ce jeune secteur. Quelle gamme de produits on trouve? Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble vraiment à de la viande animale. Du coup, on fait vraiment tout. Ça va être un steak haché, de l'émincé végétal, des nuggets, des saucisses, des chipolatas, du chorizo, du poisson. À chaque fois, vous vous placez, vous prenez le produit animal d'origine en vous disant il faut qu'on s'en rapproche le plus possible. C'est ça un peu votre défi? On veut vraiment s'en rapprocher, mais même le surpasser, le dépasser. Du coup, d'un point de vue nutritionnel, on s'en rapproche, on le dépasse déjà à certains niveaux. Du coup, par exemple, plus de protéines dans certains produits, moins de matières grasses. Du coup, des éléments sanitaires qui sont quand même très intéressants pour la population. Et on voit justement que l'aspect santé, c'est un problème avec la viande animale. C'est quelque chose qui est très transformé. On voit l'OMS qui le classe comme cancérigène sur certains produits. Et c'est justement avec la viande végétale, c'est tout ça qu'on efface. Avec le défi, vous avez dit goût et texture, ça prend du temps. Il y a beaucoup de navettes, de recherches, de testeurs en quelque sorte avant d'arriver à la solution. Ça prend beaucoup de temps. On est 150 chez Eura et la plus grande équipe, c'est l'équipe recherche et développement. Ils sont 30 à Barcelone à développer des nouveaux produits. Et du coup, par exemple, si vous prenez les premiers produits qu'on a développés en 2017-2018, ils sont vraiment des années-lumière de ce qu'on propose maintenant. En termes de goût et de texture, justement Goût, texture, mais aussi qualité nutritionnelle. Vraiment, c'est chaque année ou tous les 2 ans, on développe des nouvelles recettes pour chaque produit. Par exemple, notre steak, c'est la 3e version. Et du coup, à chaque fois, il est meilleur niveau goût, niveau texture et niveau nutrition. Vous avez modélisé les économies d'eau, les économies d'énergie réalisées grâce finalement à ces alternatives à la viande? C'est exact. Par exemple, en 2022, beaucoup d'entreprises parlent de leur bilan financier. On commence toujours avec notre bilan environnemental et notre bilan en matière de bien-être animal. Par exemple, si je prends en matière de bien-être animal, on a évité entre guillemets, la mort de plus d'1 million d'animaux. En matière d'économie d'eau, on est à 12 milliards de litres économisés. En matière de CO2, on est à 28 000 tonnes de CO2 sauvées. Du coup, vraiment, c'est à notre petite échelle, c'est déjà énorme. Oui, effectivement. Eura qui vient de déposer un brevet européen pour protéger évidemment sa dernière innovation. On parle de quoi? C'est quoi cette innovation? En fait, c'est un processus thermomécanique qui nous permet de retravailler les protéines pour qu'il y ait moins de déchets, mais aussi pour surtout améliorer leur qualité nutritionnelle. Du coup, voilà, dans nos nouveaux produits qui sortiront à l'automne, il y aura plus de protéines, moins de matières grasses et surtout plus d'additifs. Du coup, on voit vraiment surtout les gens, ils ont peur quand ils voient la viande végétale que ça soit trop transformé, de lire des E dans les étiquettes. Oui, cette demande de transparence, elle est légitime et de plus en plus importante de la part des consommateurs. Oui. Et c'est ce qui nous permet justement avec la viande végétale de réinventer, parce que même les gens n'ont pas cette impression dans la viande animale, mais il y a beaucoup de conservateurs, même plus que dans la viande végétale. Mais justement avec la viande végétale, on permet de partir de table rase et de réinventer la viande de demain, la viande végétale, et qu'elle soit sans additifs, sans conservateurs chimiques. Mais à quel point ce brevet, cette innovation pourrait bouleverser, voire révolutionner, soyons ambitieux, l'industrie agroalimentaire? Si on regarde vraiment tout simplement de matière vraiment chiffrée, technique, par exemple, si on compare par exemple le jambon actuel animal et le futur produit qu'on lancera à l'automne, il y a 30% plus de protéines, 60% moins de matières grasses. Du coup, vraiment, c'est de matière chiffrée. C'est vraiment un gros bond dans le futur, dans la qualité nutritionnelle, dans le goût, dans la texture. Et du coup, dans la santé des gens au final. Et donc, c'est quoi? C'est une gamme de charcuterie que vous allez lancer à l'automne, c'est ça? C'est ça, il y aura plusieurs produits, mais il y aura notamment la charcuterie. Ce brevet, au début, il va juste s'appliquer à la charcuterie, au premier produit qu'on va lancer, mais dans le futur, il devrait s'appliquer à la majorité de nos produits. Merci beaucoup, Laurent Gubel. C'est à bientôt sur Bismart. Merci d'être venu nous présenter Eura. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier les équipes de Bismart qui m'accompagnent au quotidien. Louise Perrin à la programmation et à la production de Smart Impact, assistée de Marie Billa. Le réalisateur de l'émission, c'est Mani Pezeshk. Et puis au son, c'était Thibaut Goury-Lafont aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!